C'est parti, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, tout comme moi, en ce mercredi matin ensoleillé et sous la chaleur de plomb qui continue depuis quelques semaines maintenant. On va parler d'une partie qui est très intéressante, qui va plaire aux ingénieurs, n'est-ce pas Nico? En général, ça plaît ça, hein. C'est les fondations techniques pour valider l'expertise de votre métier, l'architecture, les diagnostics, toutes les obligations. Et puis on va parler aussi de vocabulaire pour maîtriser les bases de votre métier. Ça vous plaît? Ouais, c'est super. Ça vous plaît pas, hein? Ah, si, si, si. On a perdu Nathalie. Elle dit, oh, fascinant. allez, je passe ma souris de l'autre côté, elle est là, et c'est parti. L'agenda de notre formation, l'architecture, l'identification des principaux styles. On verra ça surtout en fonction des régions, hein, ça va être différent évidemment. Les techniques de construction, comment on construit une maison en paille, ça c'est les petits cochons, en bois, c'est toujours, non, c'est plus les petits cochons, et en briques ou en autre chose. Les données techniques par rapport aux surfaces qui sont hyper importantes évidemment pour aller faire l'estimation, aller renseigner, poser les bonnes questions. On commence déjà dans la partie technique, là, on va commencer à parler de relations avec le client et de commercialisation quelque part. Les diagnostics de plus en plus importants, évidemment, et qui ont une importance énorme dans le calcul de l'estimation du bien. Et enfin, le vocabulaire, ça c'est pour vous donner du voir du soir, c'est le vocabulaire. Allez, l'importance de la crédibilité technique, évidemment, lorsque vous êtes en rendez-vous chez un client, il est important, et ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est beaucoup plus facile de maîtriser la partie technique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Quand on vendait, Amélie, quand tu vendais des trucs chez Boulanger, bah, tu connaissais ce que tu vendais, quoi. Complètement. Ouais. Et malheureusement, ben, c'est différent en immobilier. Ouais. Oui. Il y a beaucoup d'agents commerciaux en immobilier qui comprennent rien à la partie technique. Parce qu'une maison, c'est pas si simple que ça. Un appartement, c'est pas si simple que ça. Comment c'est construit? En fonction des années, qu'est-ce qui a été fait comme travaux? Est-ce qu'on a respecté les règles de l'art, de l'urbanisation? Toutes ces questions-là, bah, va falloir les poser, va falloir s'intéresser au bien, va falloir s'intéresser évidemment aussi à la personne qui est en face de vous. Et emmagasiner un maximum d'informations. Alors avec l'expérience, avec le secteur que vous aurez choisi, que vous allez maîtriser, puisque vous avez choisi un secteur que vous maîtrisez, petit rappel, ça va les secteurs? Vous avez bien dormi. Donc en fonction de votre secteur, évidemment, vous allez retrouver à des fois souvent le même type d'habitat. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi à des fois dans ces secteurs, c'est peut-être de varier les plaisirs. Peut-être que faut un petit peu d'appartements, faut peut-être un petit peu de maisons anciennes, un petit peu de maisons plus récentes, ou alors faut se spécialiser dans une niche. Ça, c'est à vous de voir comment vous allez vous intégrer dans votre activité. Nathalie? Oui, Christophe, oui. C'est entre nous parce qu'on a échangé suite à la... Mais tu m'as mis une pression de dingue, là, soi-disant. Aujourd'hui, j'étais supposée connaître mon secteur. Du coup, ça m'a toute frustrée et voilà. Tout va bien se passer. Mm. OK pour ça? Évidemment, plus vous aurez de crédibilité technique, plus vous allez augmenter votre valeur ajoutée et puis la confiance que vous allez générer avec la personne que vous allez avoir en face de vous. Quand vous arrivez dans une maison, que vous lui dites, moi je me rappelle, il y a différents types de maisons, enfin du moins chez moi, hein.
et ces fameuses maisons des années 80 où à l'époque on séparait toujours la cuisine de la salle à manger. Maintenant, ça revient un peu à la mode d'ailleurs de séparer la cuisine des salles à manger, enfin, etc. Et donc, il y avait ces styles de maisons qui étaient construites toujours un petit peu de la même manière. Et puis, de temps en temps, ben, on se rendait compte que la cuisine avait été, enfin, du moins qu'elle était ouverte sur le séjour. Et là, forcément, il fallait poser la question, il fallait dire, mais normalement, c'est pas comme ça, ce style de maison. Là, il y a eu des travaux qui ont été faits. Donc, il y a eu une ouverture qui a été faite sur le séjour, par exemple. Ah bah oui, vous avez raison, c'est vrai. Et c'est vous qui l'avez faite. Ah bah oui, c'est moi. Pourquoi? Bah parce que vous engagez votre responsabilité quand vous faites des travaux. Si vous ne les faites pas faire par un professionnel avec des garanties décennales, voilà, je vous envoie des infos, mais vous connaissez tous un petit peu ça. Hein. Eh bien, le propriétaire engage sa responsabilité sur les travaux qu'il a fait. On continue? Non, on continue pas par là, on continue par là. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah ben, quelqu'un qui nous a rejoint, c'est Sarah. Salut Sarah. Les styles Bonjour architecturaux. tout le monde. Coucou. Euh, différents styles, évidemment, en fonction de votre secteur. Alors, j'ai pas mis tous les secteurs, enfin, j'en sais rien, ce que j'ai mis. Les styles haussmanniens. À Paris, ben, on a plutôt ce style-là. Vous allez avoir des styles longères. Ça, c'est, alors, il y a les longères. Ah, bien, il y a les longères. Et il y a aussi, vous voyez, j'ai pas éteint mon téléphone. Hein. Il y a les longères et chez nous, il y a les masses. On appelle ça des masses. En fait, c'est des fermes qui ont été réhabilitées en logement. Il y a des villas plus contemporaines. Alors, en fonction de ces éléments, ben, il y a des caractéristiques spécifiques. Par exemple, sur ce style haussmannien, on a des belles hauteurs sous plafond, on a des moulures, on a des fenêtres, souvent un meneau, peu importe. On a peut-être des cheminées en marbre, on a du plancher, des planchers, je sais plus comment on appelle ça, parce que ça fait longtemps que j'y suis plus allé, mais enfin bref, des planchers en bois, en vrai bois, Parquet d'arbre. chevron, Voilà, c'est ça que je cherchais. Quand je faisais le parquet signe, chêne massif et parquet chevron. voilà, etc., etc. À vous de vous imprégner au fur et à mesure donc des différents styles architecturaux qu'il y a sur votre région et de les connaître, de connaître leur histoire. Quand est-ce que ça a été conçu? À partir de quand? L'haussmannien, c'était avant-guerre, etc. Parce à chaque histoire de notre pays, il y a des reconstructions, puisqu'il y a des destructions souvent après les guerres. Et ces années font que il y a eu des aménagements urbains et des architectures différentes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Évidemment, quand on est en montagne, on a des chalets, on a les pavillons. Vous avez vu, c'est plutôt en fait, j'ai l'intelligence artificielle qui m'a aidé. Elle est souvent très orientée américaine, hein, en fait, l'intelligence artificielle. Donc, elle fout des bagnoles américaines. Ou alors enfin, ça ressemble plus à une bagnole américaine quand même hein, qu'une voiture française. Mais on a ce genre de lotissement, on va dire, qui ont été créés aussi à un moment. On en a toujours, etc. Et ça correspond en fait souvent à des années aussi éventuellement de construction. Chaque style, peu importe, hein, qu'il soit ancien, récent, etc., a son intérêt. Une maison des années 80, eh ben, même si elle est ancienne, l'intérêt c'est de réaliser des travaux, de la mettre au bout du jour et de faire quelque chose qui va correspondre en fait à à la spécificité que recherche un client, parce qu'il va pas trouver ce qu'il souhaite ailleurs. Enfin, il y a toujours, vous verrez, il y a toujours, on voit toujours soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. En ce qui me concerne, je bois le verre. Allez, les techniques, les différentes techniques de construction. On parle de pierre, de moellon, de chaux, de structures massives. Ça, c'est les constructions traditionnelles. Euh, Alors, les points forts, il y a une inertie thermique, il y a la durabilité. Les points faibles, souvent, dans ces anciennes constructions, c'était peut-être des problèmes d'humidité, de pont thermique. Aujourd'hui, on a des solutions plus récentes, plus modernes,
qui ont pallié à ces différents éléments. On a à partir des années 50, donc la brique, le parpaing qui est arrivé. Donc vous voyez, ça vous donne aussi à chaque fois une idée de la date de construction de la maison. Parce que vous n'allez pas toujours savoir à quelle date a été construit. Vous allez savoir à quelle date elle a été achetée. Parce que le propriétaire va vous dire, voilà mon titre de propriété que vous allez lui demander et que vous allez scanner pour avoir toutes les informations. On anticipe sur d'autres modules, hein, mais au moins on le dit. Répéter, c'est toujours apprendre et former et accompagner. Et vous aurez la date à laquelle il a acheté, mais pas la date à laquelle ça a été construit sur le titre de propriété. Donc c'est vrai que c'est en posant ces questions, en allant s'intéresser à comment peut être construit ce bien, que vous allez aussi peut-être déterminer la date de construction. Et en fonction de ça, leurs points forts et leurs axes d'amélioration. Avec, c'est vrai, dans les années 50, on s'en foutait un petit peu de l'électricité et du chauffage à l'époque. Surtout qu'on pensait que le nucléaire allait nous chauffer et que ça allait rien coûter. Donc, il y avait c'était que des passoires thermiques et puis on chauffait tout à l'électricité. Enfin, on était en train de changer le système de chauffage. On passait du charbon au fuel et à l'électricité. On a eu une période aussi avec les années 90 où les structures en bois sont arrivées, où là on était plus éco-responsable. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient d'arriver? Non? C'était juste pour dire bonjour. Bon, je sais Quelqu'un plus. son nom avec un cadre. Ah bah non, c'est autre, pardon. Bon, c'est tout. Enfin, voilà. N'hésitez pas à intervenir en tous les cas. Des ossatures bois, avec notre partie éco-responsable encore plus présente aujourd'hui. Et puis, évidemment, après, c'est à partir des années 2020. Nathalie, tu pourras m'aider hein, là-dessus. Hein, toi qui as construit, qui était dans la promotion. À partir de 2020, on a voulu faire des maisons qui allaient être autosuffisantes. C'est-à-dire qu'elle se chauffait toute seule presque. On consommait rien, on consommait pas d'électricité, elle se chauffait toute seule. L'eau arrivait, on la puisait de l'eau de puits. Donc c'est bien et ça montre l'évolution aussi de tous ces éléments techniques en termes de construction. Ça vous parle? Oui. C'est important de vous positionner par rapport à ça pour justement apporter des éléments techniques à la fois, donc là on parle de vendeurs, mais on va parler aussi des acquéreurs, parce que les acquéreurs sont sensibles de plus en plus à tout ce qui est éco-responsable, au DPE, comme on parlera tout à l'heure. Donc l'évolution en fonction des années, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, 1900, 1950, on était sur des constructions en pierre, en moellon, avec du bois, enfin des tuiles en terre cuite, faites sur la cuisse. Hein. D'ailleurs, vous prenez de la terre cuite qu'on mettait sur la cuisse, ça donnait la forme de la tuile. Alors, il y en avait qui avaient des plus ou moins grosses cuisses, donc il y avait des tuiles plus ou moins grosses. Après, on a mécanisé tout ça avec l'apport dans les années 50 et 90 à l'après-guerre. Il fallait construire rapidement. Et là, on a une industrie de la construction qui s'est mise en place avec des parpaings, donc des pierres déjà existantes, mais qu'on a construit soi-même, donc un aglo, du béton armé, donc on coulait le béton, les briques étaient déjà faites pour l'isolation, etc. Le début de la laine de verre, les menuiseries. On était encore sur Attendez, est-ce que je monte? Voilà. Donc, la 90-2000, là, c'était la venue où on a accueilli quand même beaucoup de monde justement à l'après-guerre pour construire. Donc, il fallait loger ces gens, il fallait construire des bâtiments très vite. Donc là, on était sur des blocs de béton, du préfabriqué, ce genre de choses. Où on allait vite, mais c'était pas super quali. Aujourd'hui, on revient un petit peu là-dessus, où on fait attention à justement le type de matériaux qu'on utilise pour éviter
c'est des perditions à la fois de chaleur et puis même être plus éco-responsable avec des produits qui sont plus proches de chez nous. Je vous ai fait un court raccourci de, de tout ce qui s'est passé en termes d'évolution au niveau de la construction et de l'habitat. Donc maisons anciennes, on en reparle. Bah, évidemment, on a souvent, enfin maintenant elles sont rénovées. Donc du coup à l'époque on avait des diagnostics qui n'étaient pas super efficaces, des coûts de chauffage élevés, des travaux forcément de mise aux normes. Par contre, eh ben, évidemment, ça a du cachet. Et en fonction de tout ça, bon, le prix au mètre carré faible, si on est dans un secteur qui est recherché, c'est quand même pas, enfin, c'est quand même assez cher. Tout ce qui concerne donc les constructions modernes aujourd'hui, c'est sûr que c'est différent au niveau de l'aspect. Par contre, eh ben, évidemment, on fait des économies, on a un confort, on valorise l'écologie et on a des prix, c'est vrai, qu'au niveau de la construction, les coûts, surtout ces 10 dernières années, hein, ça a explosé les coûts de la construction. Ça fait longtemps que ça évolue drastiquement. Après, la difficulté aujourd'hui quand même sur le neuf, c'est que on sort la plupart du temps des catégories C hein, en diag de performance énergétique avec tous les changements de mesurage en fait, puisque le gaz a été sérieusement mis en alerte rouge, c'est-à-dire que même les banques aujourd'hui, quand elles prêtent, elles font très attention à ça et les taux sont généralement moins favorables quand on achète un bien avec du gaz. Et en fait, aujourd'hui, la réglementation va plus vite que ce que les promoteurs sont capables de faire. Promoteurs, CMistes, enfin voilà, tout va beaucoup plus vite. Et tu parlais de la RE 2020 tout à l'heure. Il y a très peu de programmes aujourd'hui en RE 2020. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très cher, mais c'est pas toujours gage de qualité. Donc faut être assez vigilant. Là, il faut vraiment faire du tri sur le caractère récent du bien qu'on va estimer. Qu'est-ce que j'ai mis? Données techniques. Donc, merci Nat. Ces données techniques vont être hyper importantes dès le départ. Donc déjà de maîtriser comment. Alors, c'est souvent en posant des questions quand même. Hein. À vous de vous intéresser au bien dans cette découverte. Vous verrez qu'on va faire plusieurs découvertes. La première découverte, c'est la découverte du projet de notre vendeur. Là, on parle du bien, hein, de comprendre quelle est sa motivation profonde. Et la deuxième, enfin, il n'y a pas d'ordre parce qu'à des fois, on fait la découverte du bien avant même la découverte du client. Ça dépend de quel client on a en face de nous. Mais après, la découverte technique du bien, elle prend du temps parce qu'évidemment, il faut poser les bonnes questions, il faut s'interroger. Et puis, si on ne sait pas, faut aller chercher, il faut aller comprendre. Faut attendre d'avoir les diagnostics, tous ces éléments-là pour pouvoir véritablement avoir une bonne expertise et valoriser au mieux en fait le bien que vous allez proposer à la vente. Parce que là, on est en train de parler de la partie technique, du chauffage, etc., des charges, des surfaces, évidemment. On va y revenir avec tous les diagnostics. Mais il y a aussi les possibilités que présente ce bien. On peut avoir une maison avec, par exemple, il y a pourquoi 2000 m² de terrain. Il est peut-être possible de détacher une parcelle de 1000 m² de terrain sans trop amoindrir le prix de base. Par contre, du coup, de valoriser le patrimoine. Et ça fait partie de votre job. Hein. Votre job, c'est un devoir de conseil. Attention, monsieur le vendeur, sur votre bien, on peut faire un détachement parcellaire. Si vous ne le dites pas, la maison aujourd'hui, elle vaut 250 000 parce qu'il y a 2000 m² de terrain. Mais si elle valait 200 000 et que le terrain détaché vaut 300 000, c'est pas le même prix. Vous voyez? Et c'est votre devoir de conseil d'aller chercher, comprendre qu'est-ce qu'il est possible de faire au-delà de la partie
technique, il y a la partie aussi donc Oui, c'est pas mal. juridique et des autorisations que l'on a. Oui, non. Oui, Ah, oui, c'est super idée, ça. super. Merci. Super idée. Je suis désolée. Ça m'est sorti comme ça. J'avais pas... J'adore. Je pensais pas à ça. Pardon. Excusez-moi. Non, 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 mais c'est très bien. Donc tous ces éléments-là, pour en revenir aux différents éléments techniques, sont hyper importants parce que vous allez les rentrer dans un logiciel, vous verrez, vous avez déjà, il y en a déjà qui utilisent l'outil, hein, les différents outils. Et justement, à la fois pour faire votre analyse et sortir donc une estimation, un prix, mais aussi pour avoir une fiche technique de commercialisation du bien. C'est bon? Oui. Je vous ai pas perdu? Non. Ah, la partie technique, c'est technique. Ça plaît à Nico, hein, par contre. Hein. Nico, j'adore les ingés parce que je suis pas du tout comme ça. Moi, tu sais, moi, je suis à l'opposé. Donc, Bah, quand il y en a, il me rassure parce que j'ai besoin de moi. j'étais pas ingénieur dans le bâtiment, donc il y a quand même pas Ouais, mal c'est de nouveautés pareil. pour moi. C'est pareil. Mais non, mais oui, il y a pas mal de choses à apprendre, mais bon, ça rentre vite. C'est l'avantage d'être ingénieur. Voilà, ça rentre vite. Ça. Moi, je meuble. Genre. Allez, comprendre les surfaces. On parle de surface Carrez. Ça a été défini par un certain monsieur Carrez, évidemment. C'est pas, c'était un ministre. Il fallait bien qu'il laisse son nom, mais lui, il avait choisi un sacré truc. Hein. Je m'appelle Monsieur Carrez. En plus, je vais faire la surface Carrez tant qu'à faire. Pour déterminer, alors ça, c'est pour nos amis parisiens. Elle est parisienne. C'est Morgane hein, qui est Paris. Je ne sais plus, moi, qui c'est qui est à Paris. Bon, bref. Parce que 1 mètre carré, quand ça vaut 10, 15, voire 20 000 quand on est du côté aussi de la Côte d'Azur, eh ben, c'est hyper important. Donc, il y a eu une mise en place donc, de normes pour calculer une surface qui n'est pas qu'une surface habitable, qui est une surface carrée. Ça concerne les copropriétés, les planchers donc jusqu'à 1,80 m. On enlève évidemment l'épaisseur des cloisons. Et on a une marge tolérée de 5%. C'est-à-dire qu'on peut faire une erreur. Enfin, c'est pas vous qui allez la faire, hein, puisque c'est le diagnostiqueur. Vous allez annoncer ce que le diagnostic fait. Mais en fait, c'est pas ricochet quand même. Hein, parce que vous communiquez sur un bien qui fait 108 mètres carrés. Parce que vous avez un document du diagnostiqueur qui dit ça fait 108 mètres carrés. Mais à la fin, on se rend compte que ça fait que 102 mètres carrés. Eh bien, vous êtes dans les 5%, ouais, c'est bon. Donc là, non, vous êtes dans les 5%, ouais, presque, ou pas. Je ne suis pas bon en maths non plus. Hein. Mais tant que vous êtes dans les 5%, si la vente se réalise, l'acquéreur ne peut pas se retourner contre le diagnostiqueur ni contre vous. Par contre, si c'est au-delà des 5%, il peut demander justement une compensation, voire même annuler la vente. Donc, par ricochet, vous êtes quand même responsable. Donc, mon conseil, c'est de prendre un bon diagnostiqueur. C'est quoi un bon diagnostiqueur? C'est au-delà de quelqu'un qui va être sérieux, il va faire son boulot correctement et mesurer correctement, puis il y a tous les autres diagnostics. C'est quelqu'un qui aussi est capable d'expliquer le diagnostic qu'il a rendu et de l'expliquer à votre client qui, lui, comprend rien. Parce qu'un diagnostic, vous allez voir, il y a tellement de choses à comprendre entre le DPE, le plomb, l'amiante, etc., que si le diagnostiqueur ne rassure pas votre client, ça peut faire peur. Et je comprends. C'est bon. De toute façon, rappelez-vous, hein, je vais vous donner tous ces éléments, mais que vous sachiez qu'il y a une différence entre la surface habitable et la surface carrée, notamment dans les copropriétés. Attention, on a des copropriétés aussi. Ah, vous savez, une copropriété, c'est un immeuble en fait sur lequel il y a plusieurs niveaux d'appartements.
parce qu'en fait, on a une seule et même référence cadastrale. Au cadastre, toutes les parcelles de terrain sont enregistrées avec une référence. La 1000, je sais pas moi, c'est section AN numéro 200 par exemple. Ça, on sait que cette parcelle-là, elle appartient à quelqu'un. Ça a été enregistré. Elle appartient du coup là à une copropriété, puisque c'est un ensemble de copropriétaires. Et c'est pour cela qu'on fait ces carrés. C'est dans ces copropriétés. Et ce que je voulais dire, c'est que, attention, on a aussi des copropriétés qui ne sont pas que verticales. On a aussi des copropriétés horizontales. Vous allez arriver à des fois sur des secteurs où on a des lotissements. On croit que c'est un lotissement, mais en fait, c'est une copropriété horizontale. On a, à l'époque, arrangé ça pour pouvoir faire plusieurs logements. Mais là aussi, du coup, vu qu'on est dans une copropriété, il y a l'obligation de faire une loi Carrez. Et ça, des fois, on ne s'en rend pas toujours vite compte. Alors, les diagnostics. Je ne sais pas si j'en ai pas oublié. Enfin, je sais plus. On a le DPE, diagnostic des performances énergétiques, qui va nous permettre de savoir, comme sur les frigos, si on est énergivore, si on consomme de l'électricité, si on rejette du gaz, etc., etc. Hyper important parce que ça fait varier le prix de vente, le prix d'achat, l'estimation de votre bien. Effectivement, il en manque un. Ouais, je crois. Ouais. Les termites. Je sais pas pourquoi, mais parce que je suis assez surpris d'avoir ce slide. Je n'ai pas eu le temps de réviser. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, il me paraît bizarre. Après, les termites, c'est selon les régions, peut-être, c'est pour ça que tu ne l'as pas. Non, mais C'est je dois l'avoir possible. après. Regardez, vous allez voir. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Si, je les ai peut-être tous, je sais plus. Ah, viande, gaz, RP. Bon, on s'en fout. Mais en tout, bah, tiens, on va les faire comme ça. Il y en a un paquet en tous les cas. Il y en a un paquet et ils sont le DPE donc ben, on fait le focus dessus, hyper important parce que alors je sais qu'il y a Romu, un des agents d'Axo, qui nous a donné un tips sur les éléments que fournissent en fait la Chambre des notaires sur les trimestres. Ils vous donnent toutes les ventes qui ont été réalisées sur leur secteur. Et on a la possibilité d'aller vérifier également. Donc, il y a les surfaces, il y a les prix en fonction des types de biens. Et en fait, il y a surtout en fonction du DPE. En fait, on se rend compte qu'en fonction du DPE, la variation de prix qu'il peut y avoir sur le même bien. J'essaierai de vous retrouver le truc. Je vous le ferai passer. Mais c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est les notaires qui fournissent ces éléments-là parce qu'ils ont toutes ces données. Et sur un même bien, un même type d'appartement avec la même surface, etc., si les diagnostics sont différents, bah, il y a une variation de prix qui est assez importante quand même. Et Christophe, l'opposabilité, là, techniquement, ça veut dire quoi? Techniquement, ça veut dire quoi? Aucune idée. Ça veut dire que c'est valable 10 ans. Ça veut dire que un acquéreur peut parfaitement contester Ah bah oui. la Oui, c'est véracité du DPE et peut Ouais, potentiellement. c'est ça. Alors, En il fait, attaque qui? Il attaque le diagnostiqueur? Il n'attaque pas si tu veux, c'est ce que je te disais au début. Tu as différents types de diagnostiqueurs. Comme tu as différents types d'agents immobiliers, je sais qu'il y a des diagnostiqueurs, ils rentrent dans une baraque et ça dure 5 minutes. Et ils repartent, ils t'ont fait le diagnostic. Oui, enfin, Et ça c'est coûte comme. 120 balles. Quoi. Alors que tu en as d'autres qui prennent le temps, qui posent tous les éléments qu'ils doivent, qui mesurent qui font ça sérieusement. Et forcément, bah, c'est possible qu'il y ait une différence entre deux diagnostiqueurs. Et puis peut-être qu'ils ont plus
leur matériel à jour, parce qu'ils ont, je disais, ils ont plein d'obligations eux aussi pour exercer. Donc, faites attention et prenez un bon diagnostiqueur. Alors, à savoir aussi que les diagnostiqueurs n'ont pas les mêmes références juridiques. Par exemple, quand on parle d'électricité, ils ne sont pas du tout normés comme un électricien. C'est-à-dire que certains électriciens vont dire oui, oui, le panneau électrique est aux normes, mais pour un diagnostiqueur, il y aura un détail qui fera qu'il y aura une non-conformité. Ouais, Pas du tout normé pareil. ouais, non, mais c'est terrible. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un bon diagnostiqueur qui soit capable d'expliquer tout ça. OK pour le DPE. Vous avez vu une variation de prix énorme hein, entre différentes si le même bien avec qu'il soit A, B, C, D ou E, F, G, la variation de prix elle est énorme. Évidemment les travaux aussi. On a parlé de l'amiante. Donc l'amiante c'est tout ce qui concerne la partie calorifugage. C'est pas super facile à dire ça. Hein. Donc des tuyauteries pour la protection à la fois de l'isolation thermique, mais surtout du feu. Essentiellement, c'était des matériaux qui étaient coulés dans du béton. Donc on retrouve ça par exemple sur des toitures avec les toits lévrites, là, les toits lévrites, ou alors sur des conduites d'eau usée, ce genre de choses. C'est avant 97. Depuis les constructions de 98, normalement, on n'a plus d'amiante. L'amiante, c'est très embêtant parce que normalement, il faut avoir une tenue Mururoa, tout le bazar pour enlever désamianter. Si elle n'est pas abîmée, l'amiante, c'est pas bien grave. Par contre, si on commence à la scier, à la percer et à l'inhaler, ça devient très compliqué. Le plomb, pareil, c'est avant 49. C'était les peintures au plomb à cette époque-là, qui étaient surtout sur tout ce qui concerne évidemment les menuiseries, voire même des fois les murs, parce que les enfants le mangeaient, ça filait le saturnisme, c'est un goût sucré, je crois. Et voilà. Donc depuis 1950, il n'y a plus de peinture au plomb. Par contre, sur des vieilles maisons, il y a des sous-couches de peinture au plomb. Le gaz, euh, le gaz, c'était quand? Je ne sais plus. C'est pas si vieux que ça, mais enfin, on y a eu droit par rapport au fait qu'il y a eu des morts. Hein, parce que si on n'a pas les bonnes évacuations hautes et basses, si la chaufferie n'est pas aux normes, évidemment, ça crée du gaz carbonique dans l'habitation et on ne le sent pas et on en meurt. Et alors le gaz, quand on détecte une anomalie au gaz, le diagnostiqueur se doit de couper le gaz immédiatement et de prévenir évidemment les services qu'il faut. Donc tout ce qui concerne l'ERP, les risques naturels et technologiques, ça c'est tout ce qui est inondation, tremblement de terre, tout le reste. Ça c'est au niveau des communes et ça dépend évidemment des secteurs dans lesquels vous vous situez, s'il y a des terres argileuses également. Donc ça va dépendre d'éléments qu'il faut aller récupérer. Enfin, c'est le diagnostiqueur qui s'en charge, hein, évidemment, à la commune. Et après, vous allez voir que vous allez retrouver, en fonction des différents secteurs où vous êtes, et le même type en fait de risque selon le quartier où vous êtes. J'ai une question bête. C'est forcément le diagnostiqueur qui communique le RP? Non, tu peux le faire. À la rigueur, auprès d'un notaire, pour être sûr de pas Ah non, le notaire, d'avoir le non. bon dernier document, parce que Non, le notaire, non, il le fait pas, lui. Non, ça, le toi, site de la préfecture, t'as jamais de garantie que tu as la bonne dernière version, si? c'est la mairie, hein. C'est la mairie? Ah À ouais, c'est l'époque, en mairie, là. Et le notaire, alors lui, il s'en fout, hein. Lui, tant que c'est comme un avocat, hein. Si t'arrives pas avec ton dossier comme ça, il fait rien, hein. ok.
Donc, non, non, moi, mon conseil, c'est de le laisser faire au diagnostiqueur. En général, de toute façon, il te faut un package pour tout, hein. Ok. Allez, on avance un peu. Je vais vous parler je vais vous filer quand même un petit dico, le dico de l'immobilier, où il y a quelques termes à appréhender en fait, quelques termes qui soient à la fois techniques, commerciales, juridiques, euh, pour que vous ayez le bon vocabulaire. Bon, c'est pas très rigolo, hein, mais il faut y passer, hein, c'est comme ça. On va être confronté à rencontrer par exemple des promesses unilatérales de vente. Une promesse unilatérale de vente, en fait, c'est soit un compromis de vente, soit... Alors, c'est plus un compromis de vente parce que c'est une promesse de vente, mais ça y ressemble aussi. C'est un engagement dans lequel un vendeur et un acheteur vont vont vendre un bien sous certaines conditions. Il y a le compromis dans la promesse unilatérale. Le compromis, c'est le vendeur qui s'engage à vendre. Non, c'est oui. Et non, c'est ça, c'est le compromis, c'est l'acheteur qui s'engage à acheter. Alors que la promesse de vente, c'est le vendeur qui s'engage à vendre. Et en fait, la différence entre les deux, alors moi j'en ai fait les frais à titre perso, c'est que la PUV, elle est contraignante en termes de délai. C'est-à-dire que si tu dis que tu signes au plus tard le 1er septembre, si tu n'as pas signé le 1er septembre, tu te prends un recommandé dans le nez disant que tu dois 10% au vendeur. Et là, Alors, tu dis, bah... Tu sais pourquoi alors de plus en plus... C'est à Paris que ça se faisait surtout les PUV. Maintenant, ça s'est démocratisé dans nos régions, mais avant, c'était à Paris les PUV. Ouais. En fait, si tu veux, il y a eu tellement d'acheteurs qui ont traîné dans leur dossier et qui ont bloqué en fait des vendeurs parce qu'ils n'avaient pas réalisé leurs conditions suspensives d'obtention de prêt ou alors ils n'avaient pas fait le nécessaire. Et un vendeur, une fois qu'il est engagé auprès d'un acquéreur, si dans le cadre, par exemple, du compromis, pour en sortir, faut faire des constats d'huissier, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on est de plus en plus sur des promesses, pour que si l'acheteur ne respecte pas ces conditions, que le vendeur puisse plus facilement se détacher de l'acheteur, du contrat. Bon, je vais parler du compromis, c'est un peu la même chose. Conditions suspensives, donc, c'est des conditions qui vont être mises en avant sur les promesses ou le compromis qui vont protéger en fait souvent l'acheteur et le vendeur aussi d'ailleurs, hein, et que si ces conditions n'arrivent pas à terme, le vendeur ou l'acheteur, souvent plus l'acheteur, a le choix soit de continuer, soit il peut se rétracter sans frais. Enfin, sans frais. Si, maintenant, il a quand même quelques frais. Mais il récupère, en fait, son dépôt de garantie. Donc, c'est le seul intérêt. L'hypothèque, c'est deux éléments, mais c'est surtout quelque chose qui va être mis en place par un organisme financier qui va être pris sur le bien. Alors, on a de moins, quoique, il y a moins de dossiers qui passent avec des. Je sais que les banques, elles sont un peu frileuses quand même par rapport à ça, et elles prennent de plus en plus d'hypothèques. Elles prennent moins de garanties. Avant, on a toujours la possibilité d'avoir des garanties bancaires qui sont moins chères du coup, qui ont un coût moins élevé, parce que l'hypothèque, elle est inscrite au registre des hypothèques et c'est un acte juridique et ça a un coût. Et tu la payes 2 fois. Tu la payes pas tout le temps 2 fois parce que si tu attends
C'est rare, hein. Pour On en dit que, revenir à ce qu'on disait hier, c'est quand même super rare, à moins d'avoir une durée de vie très courte. mais si tu sors, si tu as fini de payer ta maison, donc tu as fini ton crédit, et que tu attends encore 2 ans, parce que l'hypothèque elle Oui, court oui, je deux sais. ans après la fin de ton crédit. Mais ton Ah, crédit, généralement, il est sur 25 ans, Christophe. oui. Donc, c'est rare, les gens qui restent mariés dans une maison pendant 25 ans. Marié, tiens donc. Oui. Mais heureusement d'ailleurs, hein, ça fait partie des 4D. Les On a 4D. besoin d'eux. Ok, pour vous, ça va? Le droit de préemption, c'est une commune qui va décider et qui va décider, qui va se positionner à la place d'un acheteur en fait. On signe un compromis, une promesse de vente. La mairie décide, regarde si le projet, si elle a un projet d'utilité quand même, évidemment, pour soit la création, l'aménagement de urbain ou à des fois même il leur manque des d'habitat social par exemple, donc ils vont décider d'acheter. Alors s'ils achètent, donc ils préemptent, ils ont un droit de préemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, vous, mandaté, vous avez un mandat de vente, un document essentiel, hein, je vous rappelle, par lequel votre vendeur vous a dit j'aimerais bien que vous vendiez mon bien. Et que ce mandat, les honoraires sont à la charge du vendeur. Vous ne risquez rien. Par contre, si les honoraires sur votre mandat sont à la charge de l'acquéreur et que la mairie préempte, ça vous passe sous le nez. Parce que vous n'avez pas mandaté la mairie pour acheter. Donc quand on met les honoraires charge vendeur, charge acquéreur, ça dépend des régions, je sais. Et moi, mon conseil, c'est quand même bien de les mettre à la charge du vendeur. Et on en reparlera parce qu'il y en a plein qui me disent, bah ouais, mais je comprends, il faut le faire accepter au vendeur, etc. Bah oui, évidemment. Et Christophe, dans le cadre d'un mandat de recherche, ça se passe comment? Alors, si tu as un mandat de recherche, je suis pas. Attends, je ne vais pas te Parce que dire de souvent, la bêtises. préemption, si c'est préempté, c'est après compromis, on est d'accord. Ouais, ouais. Pas Je peux. nécessairement, non. Pas nécessairement. Tu peux Si. déjà, en fait, tu peux même aller directement à la mairie. Moi, ça m'était arrivé par le passé. Et par contre, alors moi, je prenais aussi un mandat exclusif. Parce que, bah oui, parce que parfois, ça peut doublement te passer sous le nez parce que tu n'as pas l'exclusivité. Mais à partir du moment, alors après, moi, je l'ai fait quelques fois. C'était rare hein, quand ils préemptaient, mais j'étais allée directement en mairie où j'avais même envoyé le vendeur en mairie. J'avais envoyé le vendeur en mairie et on avait rencontré les services urbanisme et effectivement, il y avait une intention de. Alors, comme j'avais déjà le mandat, euh, on n'était pas allé jusqu'au compromis. Mais effectivement, en général, tu le sens venir un petit peu quand ils vont Oui, préempter. oui. C'est soit enfin, si tu connais bien ton secteur, tu dis, là, il y a de fortes chances quand même qu'ils préemptent parce que pour X ou Y raison. Et à ce moment-là, tu prends quand même le mandat et oui, tu vas à la mairie pour leur dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais pas engager un acheteur, moi, si vous venez préempter? Donc, on fait une vente et puis en général, oui, ils négocient puis ils font la Ça vente fait avant de gagner du préempter, temps. ouais. Il y a des communes sur lesquelles, dont je tairai le nom, par exemple la mienne, où ils préemptent selon ce qui se passe, alors surtout dans les commerces, si ils veulent éviter qu'il y ait trop de commerce de bouche de type oriental. Je l'ai dit comme il faut. Et en gros, les kebabs, les choses comme ça. Ou alors des opérateurs de téléphonie à l'étranger.
Donc, Voilà. ils peuvent préempter, en fait, le choix de préemption peut être orienté sur la nature de l'activité. Sur les commerces, sur la vente des fonds de commerce, ouais. Mais par contre, ils ont dans l'obligation, en cas de préemption, de justifier le fait de préempter, c'est-à-dire Bah, leur soumettre un projet et en fait, le ils vont mettre dire en œuvre. qu'il y a trop de commerces de ce type-là dans la rue. C'est pour ça qu'ils préemptent. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ben, souvent, ils réhabilitent le local et ils le relouent moins cher pendant 1 ou 2 ans pour implanter des commerces. Ok. Euh, Et puis, ben, oui, la purge, c'est la procédure qui va viser à éteindre les droits. Donc, quand on a, par exemple, une hypothèque, il faut falloir purger, par exemple, cette hypothèque, c'est-à-dire aller enlever, donc c'est le notaire qui s'en charge, aller enlever au niveau du registre donc, des hypothèques, des impôts, l'hypothèque pour pouvoir mettre souvent une autre hypothèque, du coup. Et ça a un coût. Il y a d'autres purges. Il y a la purge aussi, par exemple, des droits de préemption. Ah bah voilà, tu vois. Non, c'est pas ça que. Il y a les droits de préemption. C'est sur les permis, je voulais dire. Il faut purger le recours des tiers aussi, par exemple. C'est l'instruction, en fait. C'est la finalité de l'instruction. C'est ça. Ça, c'est toujours stressant. Je sais que, surtout sur des communes très urbanisées où il y a toujours des jaloux ou des voisins qui veulent mettre un peu le bazar. Et donc, du coup, ça dure assez longtemps, hein, des fois, surtout dans la promotion de gros immeubles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les termes financiers, je vais pas m'étendre dessus parce que je m'en rappelle pas pourquoi j'ai mis ça. Le prix hédonique, je l'ai plus en tête ce qu'il veut dire. C'est la valeur, je sais plus. Je sais pas ce que c'est. Je m'en rappelle plus. Mais en tous les cas, toute cette partie donc financière, rendement locatif, comment on fait pour calculer un rendement locatif? Quelle est la valeur locative du bien? Quelle est du coup la valeur économique qui rejoint en fait donc ces éléments-là? L'évaluation qu'on peut en faire, la valeur vénale. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis ce truc, mais il y a des choses qui sont importantes, c'est les plus-values. Par exemple, ça c'est hyper important de savoir que votre vendeur va avoir des plus-values parce qu'à la fin, si vous lui avez pas expliqué qu'il risque d'en payer, ben, il risque d'être hyper déçu. Et s'il est hyper déçu, évidemment, il va pas vous recommander. Le but, hein, dans une opération, dans une relation commerciale, c'est qu'on met beaucoup de temps déjà à créer le lien avec un vendeur, avec un acheteur. Donc cette clarté, elle est hyper importante. Et c'est surtout qu'à la fin, il vous recommande et reste un potentiel, entre parenthèses, client ou ambassadeur. Et pour cela, ben, il ne doit pas avoir de mauvaises surprises, ni de bonnes, ni de mauvaises surprises. Tiens, la valeur à prix hédonique, méthode d'évaluation basée sur les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques. Ah ouais, d'accord. Alors c'est un élément que l'on a souvent sur les outils d'estimation en ligne. Ça donne un prix. Mais est-ce que c'est le bon prix? Non, ça fait partie d'une des évaluations, mais c'est pas spécialement celle qu'il va falloir qu'on retienne. Et puis évidemment, les frais de notaire, l'ensemble des frais liés à l'acquisition, droit d'enregistrement, émoluments. Dans les frais de notaire, il y a donc les émoluments du notaire. Les émoluments, par contre, ça, sa rémunération. Et les autres, ce sont essentiellement des taxes qui sont dues à la commune, à la région, au département et enfin, je ne sais même pas si c'est à la commune. Je ne sais plus si elle touche quelque chose. OK pour vous? Alors là, on va parler rapidement des différents types de mandats. On va en reparler d'ailleurs vendredi avec Fanny.
Et, euh, et on en reparlera à Angers, parce que c'est très important, en fait, le mandat. Pourquoi c'est très important? Parce que s'il est mal rédigé, il est, on peut très facilement le contester, en fait, que ce soit des confrères, que ce soit l'acheteur, le vendeur, et vous pouvez passer à côté d'une rémunération alors que vous avez fait tout le nécessaire. Il y a différents types de mandats, mais celui qu'on retiendra surtout, celui qui doit rester au fond de votre cœur. Mandat exclusif. Et pourquoi? La plus grosse caisse à outils qu'un agent immobilier puisse avoir pour vendre une maison. C'est le meilleur moyen pour votre client d'obtenir le meilleur prix dans les meilleures conditions. Et vous, évidemment, derrière, de mettre en place tous les services, toutes les actions nécessaires pour atteindre votre objectif. Dites-vous une chose, j'ai été surpris, mais alors plus que surpris, hier soir j'étais au téléphone avec quelqu'un dans l'Hérault qui bosse chez Human, pour pas les nommer. En fait, Human, depuis le début de l'année, ont mis en place le mandat exclusif. Avant, ils n'en avaient pas. C'est quand même exceptionnel, non? Ils travaillaient que Mais sur leurs le... mandats, alors attention, les mandats humains sont quand même vachement restrictifs quand on lit les conditions générales. Et à côté de ça, ils ont aussi des engagements auprès des clients vendeurs en cas de capotage de la vente. Ouais. Et je les ai C'est pas lus, moi, très très c'est... restrictif. Et ben très honnêtement, c'est hyper restrictif. C'est que même sur un mandat simple, par exemple, il est quand le client vendeur signe le mandat simple chez Human, il y a une clause qui précise que s'il y a un mandat simple dans une autre agence, l'autre agence n'a pas le droit de diffuser les photos et l'annonce. D'accord. Oui, donc ils Il y n'ont a pas une besoin de forme demander. d'exclusivité masquée en fait. Ouais, ok, je comprends mieux. Le mandat exclusif pour avoir acheté ma maison à Mont-de-Marsan avec Humad. Ah oui, Oui, ça s'est très mal passé. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Ils ont eu des méthodes, on va dire, peu scrupuleuses. Enfin bref. Euh, sur le mandat exclusif, par contre, pour les vendeurs, ça vaut le coup, c'est-à-dire qu'ils remboursent une partie de la valeur de la maison. De mémoire, je crois que c'est 10 ou 12% de la valeur de la maison en cas d'abandon de la vente, que ce soit du vendeur, que ce soit de... Pardon, je recommence. Excusez-moi, j'ai la crève. Sur la vente, c'est les acquéreurs. Non seulement il y a donc la contrepartie des acquéreurs en cas d'abandon de vente, mais Human réenchérit en redonnant 10% de la valeur effectivement du bien. En gros, c'est la double, il y a une double indemnité en fait ah pour les ouais. vendeurs. Ouais, ils doivent se garantir sur le prix par rapport à Exactement. l'estimation aussi, sûrement. C'est ça, c'est ça. Mais Ouais, par contre, les mandats simples, si j'invite tous mes collègues ici présents, si un jour vous avez l'opportunité de voir un mandat simple humain, lisez toutes les clauses. C'est une horreur. d'accord. Ben, c'est important, c'est intéressant de savoir. Ouais. Euh, donc, ben, voilà, pour ceux qui ne savent pas, alors, le mandat simple permet en fait de mettre le bien à la vente dans différentes agences et de le vendre par soi-même. Vous pourriez croire que c'est vachement intéressant, sauf que, ben, évidemment, si vous le mettez dans différentes agences, le bien va être en concurrence avec lui-même, en fait. C'est déjà la première finalité. Il va être à des prix différents, souvent, avec des surfaces différentes, avec des photos différentes, avec une stratégie commerciale différente. Et forcément, ça envoie une image négative à l'acheteur, qui lui se pose la question de savoir pourquoi ce bien est à la vente dans différentes agences, à différents prix. C'est pas très sérieux. Ça donne même l'envie de négocier du coup le bien. On dit, bah tiens, en fait,
Pourquoi ils l'ont mis là partout? Parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre. Voilà. L'avantage exclusif, le mandat exclusif, pardon, vous l'avez compris, c'est une seule agence qui s'occupe de commercialiser le bien. Le vendeur, lui, ne peut pas le commercialiser. Et forcément, on va pouvoir mettre en place tout un tas de stratégies commerciales, on y reviendra évidemment, pour arriver donc à réaliser cette opération dans les meilleures conditions. Et puis, le mandat semi-exclusif, on va donner l'autorisation en fait au propriétaire de pouvoir vendre par lui-même. Alors, moi, je mets une parenthèse, un petit bémol, parce que ça, c'est le mandat semi-exclusif AXO. Moi, ce que je mets comme bémol, c'est de dire, oui, on va lui donner la possibilité de le vendre, mais on ne va pas lui dire qu'il est conseillé, on vient de lui dire dans un mandat simple, si vous le mettez, si lui communique sur le Bon Coin, par exemple, quel est l'intérêt que lui communique sur le Bon Coin et que vous communiquiez sur les autres sites? Là aussi, il va y avoir un problème de concurrence à un moment. Donc, l'idée, c'est de lui dire, si vous avez des clients potentiels, vos amis, vos voisins, qui demandent des renseignements, envoyez-moi-les. Je vais vérifier déjà si leurs critères de recherche sont compatibles avec votre bien. Je vais vérifier leur solvabilité, leur vrai projet, leur motivation. Et à ce moment-là, oui, du coup, vous aurez une rétrocession sur les honoraires, comme si vous étiez en fait un autre partenaire, comme si vous étiez mon collègue de l'agence, comme si vous étiez un autre confrère d'une autre agence. Parce que le mandat semi-exclusif aussi permet ça, hein, enfin même le mandat exclusif. Un mandat exclusif, vous pouvez très bien vendre avec un confrère. Si l'autre a un client potentiel qui a un acheteur et qu'il est solvable et que ça va se réaliser rapidement, rien ne vous empêche de réaliser l'opération avec lui. Évidemment, quand vous prenez un mandat exclusif, l'idée, c'est quand même de le vendre par vous-même. Mais si au bout de 15 jours, 3 semaines, vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez pas la clientèle nécessaire parce que vous débutez, peut-être, je ne sais pas, ou ce type de bien, vous n'en aviez pas en portefeuille, donc vous n'aviez pas les clients en attente. Au contraire, rien n'empêche d'ouvrir votre fichier à vos confrères. Hein. OK. On rentrera dans le détail vendredi avec Fanny. Je crois qu'on arrive à la fin. C'est bien, on a respecté à peu près le timing aujourd'hui. Fiche technique. Donc, la fiche technique, c'est ce que vous avez dans le Drive aussi, d'ailleurs. Vous avez une fiche technique. C'est comment renseigner donc un bien. Surface, électricité, volet, type de menuiserie, carrelage, exposition, tous ces éléments-là. Moi, je vous invite à en prendre connaissance parce que quand vous arrivez chez un client et que vous avez cette fiche technique que vous n'avez jamais remplie, des fois, on est un peu perdu. Et puis, non seulement on est perdu, mais ça fait un peu catalogue et ça fait interrogatoire de police. Alors, date de construction, superficie, tout à l'égout. Vous voyez ce que je veux dire? On a du mal, si vous avez à créer le lien avec ça, vous me le dites, c'est que vous êtes balèze, mais je crois que c'est pas si facile que ça. Donc, si vous appréhendez cette fiche technique, vous savez où sont positionnés les différents éléments, ça va être plus facile. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire chez vous. D'aller estimer, par exemple, votre maison, faire comme si vous étiez vous-même votre propre vendeur de votre bien. Comme ça vous permet, ou alors vous allez chez quelqu'un d'autre, chez votre ami, chez vos parents, chez je sais pas qui vous voulez, mais faites le test et mettez-vous en situation. Rien de mieux, d'ailleurs, que au-delà de se former, de passer à l'action et de voir comment vous réagissez en situation. Quand ce sont des amis, la famille, etc., ils sont pas là pour vous juger, ils sont là justement au contraire pour vous aider et vous dire ouais, c'était super, t'as fait ça bien, t'as machin. Par contre, tu as peut-être été là, t'aurais peut-être dû faire différemment. Enfin voilà, ça vous permet aussi de vous tester.
Donc, fiche technique. OK pour ça. Le vocabulaire, tout ça, je vais vous l'envoyer, hein. Vous verrez. Le vocabulaire à appréhender. Et puis les diagnostics aussi. Je vais vous envoyer tous les éléments concernant les diagnostics. Et je pense qu'il y aura tout, parce qu'il y aura les termites aussi, du coup, qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Faut que j'aille vérifier pourquoi tous ces éléments sont manquants quand même. Sur le style architectural, évidemment, ça va dépendre de votre région. Donc, je vous invite aussi là à aller vous renseigner par vous-même, soit en allant sur le terrain, soit en allant dans des, je sais pas, en faisant des recherches sur les réseaux pour savoir comment et sur quel secteur et quel type de construction on peut retrouver. Voilà, 1 heure. Bon, c'était un peu technique, un peu intense. En tous les cas, qu'est-ce que vous en avez retiré de tout ça? Qu'est-ce qui a changé? Quels sont vos waouh? Waouh, ça je savais pas. Waouh, ça je vais le faire. Mais moi, je pense que c'est ce que je disais sur le premier message que j'avais envoyé. C'était vraiment la prise de mandat exclusif. C'est quelque chose, en fait, où j'étais plutôt du genre à décourager les gens à le faire. Donc voilà, et je trouve que les arguments sont plutôt bons. Après, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que moi, je confierai pas l'exclusivité à quelqu'un, si tu veux. Ok, Nat. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, j'ai peut-être pas, faute de confiance, en fait, je me dis que je ferais mieux que lui. Sauf que j'ai pas envie, si tu veux, de faire la visite promène couillon, moi. Donc, c'est bien, tu réponds aux objections avant même qu'on te les présente. Non, mais je sais parfaitement tout ça. La seule chose, c'est qu'en fait, l'exclusivité, c'est un super outil, effectivement, mais il faut tomber sur quelqu'un de sérieux qui a fait une bonne estimation. Et voilà, et en fait, si c'est quelqu'un de sérieux qui a fait une bonne estimation et qui est quelqu'un d'allant et voilà, qui va tout mettre en œuvre dans ton intérêt, oui, super, très bien. C'est ce qu'on tend à faire, hein. Ça représente malheureusement 20% des agents de la profession. Oui, mais certainement comme plein de métiers autrement. Tu sais, la loi de Pareto, elle s'applique un peu partout. Ben, malheureusement, il n'y a que 20% des agents dans l'immobilier qui sont de vrais professionnels. Mais regarde les assureurs, hein. J'étais avec un assureur hier pour tout le bazar d'assurance, etc. Du coup, j'en profite pour refaire aussi des devis pour mon assurance habitation, etc. Et le gars, il me dit, moi, j'ai besoin de toute façon de voir votre maison pour vous assurer. Combien aujourd'hui font moi, j'ai jamais eu ça, hein. J'ai jamais eu quelqu'un qui s'est déplacé pour voir ma maison avant de l'assurer. Jamais. Et excusez-moi, comment redonner confiance à quelqu'un qui, depuis 3 mois, a mis en exclusivité parce que c'est une connaissance là que j'ai. Et en fait, les 3 mois se finissent demain ou après non, se finissent le 27. Je lui ai proposé de nous prendre, mais du coup, elle veut plus d'exclusivité. Ben, je comprends. Alors, pourquoi? Ben, Angélique, c'est un peu normal. Ben oui, je la comprends. Alors déjà, la première des choses, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et quand je dis comprendre ce qui s'est passé, c'est depuis le début. Pourquoi tu vends? Quelle est ta motivation profonde? Quel est ton objectif? Comprendre, ça tu sais faire. C'est de comprendre son projet, où elle veut aller. Est-ce qu'elle a une deadline? Parce que c'est ça le plus important, c'est sa motivation. C'est de comprendre évidemment le bien, la partie technique, comment il a été estimé. Est-ce qu'il a été estimé au juste prix? Parce que si il est en vente en exclusivité depuis 3 mois, il y a un problème. C'est qu'il n'est pas au prix. Ou c'est qu'il y a autre chose.
Ils n'ont pas travaillé, mais bon, en tous les cas, à mon avis, il n'est pas au prix. Parce qu'ils ont peut-être entendu que la cliente a voulu dire, bah, moi, j'en veux 300 000. Mais non, mais si ça vaut 250, ça vaut 250, ça vaut pas 300. Ouais. Donc, c'est Les de arguments, ouais. comprendre Mm. déjà ça, son projet, le bien, Mm. et d'analyser quelle stratégie a été mise en place. Alors déjà, tu vas vite te rendre compte que il l'avait estimé, soit il l'avait estimé à 250 et elle a dit ah non, moi je veux le mettre à 300, soit il l'avait estimé à 300 alors qu'il valait 250. Et après, regardez qu'est-ce qu'ils ont mis en place stratégiquement au niveau de la commercialisation. Mais ça, c'est l'objet de Angers. Hein, Donc je fais une petite parenthèse, mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Est-ce qu'ils ont fait une vente privée? C'est-à-dire qu'ils ont déjà, avant même de le mettre à la vente, appelé, comme vous l'avez eu là il y a 15 jours, vous avez tous reçu des ventes privées avant les soldes. Vous êtes un super client, venez avant les soldes, vous allez avoir moins 30%. Eh bien, vous êtes une super cliente, venez voir, vous êtes le premier à acheter cette maison parce qu'elle n'est pas sur le marché encore. Ah, ça vous parle là, hein? Alors, Et oui, mais c'est ça. Hein. est-ce que je peux me permettre Oui. d'intervenir? Parce que j'ai effectué ma première vente et j'étais sur ce cas de figure. Oui. Ma cliente avait mis en vente en exclusivité chez un concurrent que je ne nommerai pas. Et entre janvier et avril, elle a eu une visite, une seule. Donc elle était un petit peu découragée et on a réussi à prendre l'exclusivité en lui posant des questions. C'est-à-dire qu'on l'a amené à dire ah oui, effectivement, pour moi, l'agence immobilière concurrente, il y a ça qui n'a pas été fait. Clairement, on était allé sur le site voir les photos, ça a été fait avec les pieds. Clairement, c'était des photos faites avec les pieds, pas du tout mis en valeur ni rien. Et c'est là où effectivement, il faut faire parler le client, faire analyser avec toi. Et une fois qu'il relève effectivement là où ça pêche, à toi d'amener ta plus-value. Alors je sais que bon, nous à Mont-de-Marsan, on a aussi l'avantage sur les mandats exclus, c'est qu'on a un partenariat avec un photographe professionnel, un photographe et vidéaste, avec qui on fonctionne sur un peu un système d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire qu'il nous fait des vidéos superbes. Je vous incite d'ailleurs à aller voir la page. Je fais un peu de pub pour. Tu m'excuses Christophe, je fais un peu de pub pour Axo Mont-de-Marsan. Non mais Axo Venez sur Mont-de-Marsan font tellement de trucs de dingue que vous pouvez aller voir. Ils ont sorti tu as vu le magazine. Ouais. Bon, bientôt. Et on a encore plein d'autres idées. On est en train de développer plein d'autres choses. Mais allez voir justement la page Axo Mont-de-Marsan sur Facebook. Sur les mandats exclus, on fait intervenir ce photographe vidéaste qui nous fait des trucs tip top. Après, si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, il faut quand même appuyer sur d'autres arguments. Oui. La concurrence n'est que sur 4 sites au niveau de la diffusion. Nous, on est sur plus de 60 sites. Il faut vraiment appuyer ces arguments. C'est exactement ce que tu disais, Mathias. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que je revenais à l'origine en termes d'estimation, de prix et de commercialisation. Parce qu'évidemment, si eux aussi, tu vois, ils ont peut-être fait des photos pourries, ils ont mis un texte de merde, ils ont peut-être pas communiqué sur les bons sites, mais ils étaient peut-être pas présents sur les sites parce que ça coûte des thunes de communiquer. C'est hyper cher. Et puis, peut-être qu'ils n'ont même pas tenu au courant. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, elle n'avait pas de nouvelles. Il y a ça aussi. Moi, je sais que chacun de mes clients, je les tiens au courant. Même s'il n'y a rien, je les appelle une fois par semaine. Je cale dans mon planning un petit créneau de 1 heure, 1 heure et demie pour appeler mes clients. Je l'ai notamment avec une maison sur Tartas. J'appelle mes clients une fois par semaine en leur expliquant, il n'y a pas de visite, tout ça. Alors, quand ils me demandent, mais comment ça se fait que, d'après vous, je vous ai montré que on avait fait une vidéo, on avait fait des photos. Je vais leur parler éventuellement des biens à la vente sur leur secteur, qui sont pas forcément au bon prix. Rien ne t'empêche de dire à ta cliente, ah oui, mais moi j'en veux, je vais te dire une bêtise, 250 000, alors que la maison, selon ton estimation, elle est à 220. Je lui dis, dès le départ, ok, on prend en exclusivité. Ok, on peut la mettre, vous en voulez 250, je vous propose de la mettre à 250 pendant les 3 premières semaines.
et dans 3 semaines, on fait le point. Et D'accord. au bout de 3 semaines, si ça s'est pas vendu, à votre avis, à quoi peut être lié le fait qu'il n'y ait pas eu de visite, qu'il n'y ait pas d'offre, etc. Ouais, parce que d'après ces explications, excuse-moi, les personnes, le peu de personnes qui ont visité ont reproché d'avoir trop de travaux à faire. Et Donc, alors, du coup, le prix était moyen, dans la marge moyenne, mais je pense qu'il aurait fallu descendre un peu plus parce qu'il ok, y a trop de mais travaux c'est et que les gens, en arrivant, enfin, c'est ils ça. ont tous dit ça. Ça, c'est Alors, génial. autre, Une super objection, mais ça veut dire quoi? Trop de travaux, combien, etc. Si toi, tu sais pas combien il y a de travaux, c'est-à-dire qu'en amont, autre, toi, il faut que tu fasses faire des devis pour savoir exactement. combien ça coûte. Ça, c'est une plus-value aussi du mandat exclusif parce que tu vas accompagner ton vendeur, mais tu vas aussi accompagner ton acquéreur. Si ton acquéreur vient visiter, il voit qu'il y a effectivement un rafraîchissement, une clim, je sais pas, et que toi en amont, tu as fait passer des artisans pour un devis, déjà ça te permet de développer ton partenariat avec les artisans locaux, ce qui est pas mal, et ça te permet d'avoir un réseau. Mais en plus, à côté de ça, quand ton acquéreur dit ah oui, mais il y a ça, 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 regardez, j'ai un cahier des charges, ça vous coûterait tant. Ok. Parce que ton acquéreur, il va te dire, il y en a pour 50 000 euros de travaux. C'est Toi, ça. il va te dire, il y a trop de travaux. Ah bon? Mais combien? Ah ben, il y en a pour 50 000. Et toi, tu vas dire, mais vous voulez faire quoi avec 50 000? Ah ben, la clim, le machin, le truc. Eh bien, il dit, ça tombe bien, regardez, la clim, 10 000, le bidule, 12, et le dernier machin, 13. On en est à 33 000. Oui, ça fait Ouais. petit Ouais. écart. Et en plus, en développant tes partenariats, tu peux négocier en disant que si ça passe par Axo, et ben, sur le devis, ça fait toujours plaisir psychologiquement et au niveau cognitif au client de dire ah, bah, comme je passe par Axo, j'ai moins 10, moins 20%. Oui, d'accord. Psychologiquement, si on te dit, Ah, si demain je te vends une voiture et que je te dis, bah, ouais. comme tu es passé par Ewigo ou une autre marque de ce type, et ben, la voiture dont tu rêves, et ben, comme tu passes par Ewigo, on t'offre moins 20%. Tu te sens pas valorisé? Mm. Mais par Ouais, contre, tu es obligé de passer par Ewigo. D'où l'exclusivité. ouais, ok. Ouais. C'est comme sur les sites, là, je sais plus comment on appelle ça, là, où tu dis, t'as le, Ah oui, tu as des mots-clés pour non, avoir tu des sais, ristournes. sur les réseaux, là, si tu passes par moi, vous avez code promo. Le code promo Axo. Voilà. OK? Ah, ok. Ah ouais, je vais argumenter. Après, Angélique, si tu veux qu'on en reparle en détail, on peut en aparté si tu veux. Ouais, mais c'est parce que je l'ai pas encore vu l'appartement. C'est qu'elle m'en a parlé la semaine dernière et donc je lui ai dit, moi, je lui ai dit que je faisais une formation et que si elle voulait me le mettre, ah oui, mais tu me le prendrais comment? Ah ben, c'est bien si je l'ai en exclusivité parce que vu que ce serait mon premier mandat, je vais me mettre à fond et tout. Elle me dit, ah ben non, mais t'es pas de la Erreur. région, t'es pas de la région, tu vas trouver personne. Là, en dessous de chez moi, il y a telle agence, j'aurais dû le mettre là au début. Je dis non, non, Oui, non, faut mais passer par moi. Oui, mais justement, ça a été peut-être ton erreur. Ne lui dis pas, Oui. je vais le prendre en mandat exclusif parce que tu es ma Ah, première vente. oui. Tu aurais dû lui dire, attendons de voir l'appartement. Ah ouais, tu vois. Ouais. Eh oui, oui. Mais c'est légitime parce que tu es un peu dans le truc. Si Ouais, tu parce que je veux, suis dans le truc et voilà, ben, j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, ah, il faut que je l'aie. Donc, non, non, je me suis dit, la force que vous avez, c'est de décider d'être un vrai professionnel et de dire non, je ne le prends pas. ouais. T'en veux 300 000, il vaut 200 000, je le prends pas. Bon, après, elle m'a donné une marge plus petite de ce qu'elle, du prix où elle l'a mis. Et j'ai demandé à Pierre Nelson, voilà, j'ai téléphoné aussitôt pour savoir ce qu'il en était. Donc, elle était dans les bons, mais eux, le prix qu'ils ont mis au point de départ est trop élevé, je pense. Ah oui, voilà. Il est trop Ouais. élevé. Mais ils sont quand même restés 3 mois avec ce prix-là. Hmm.
Mais bon, elle, du coup, elle a peur. Elle dit non, ça fait 3 mois que je l'ai mis en exclusivité, ça ne le fait pas, je ne recommence pas. Donc c'est là le truc où il va falloir gérer, quoi. Gérer. Ouais, ouais. Faire donner confiance, faire donner confiance. Bien sûr. Merci en tous les cas, Angélique, pour ce partage. D'autres qui veulent dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Il y en a qui sont là derrière leur caméra qu'on voit pas? Nolwenn, Morgane, Sarah, Amélie? Oui. Un petit waouh, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous allez retenir? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez faire? Ben moi, je vais essayer de mettre en place tout ce qu'on a discuté aujourd'hui ensemble. Mais c'est vrai qu'il me tarde quand même d'être sur Angers pour justement. Alors, Morgane, je comprends. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les étapes sont importantes. Donc, Si voilà. vous arrivez à Angers, avec impatience, parce qu'on va se régaler à Angers, mais que vous n'avez pas fait toutes les étapes précédentes, À quand vous couper. allez vous laisser d'Angers, le lundi, il va falloir que vous passiez hyper vite à l'action, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça, là, vous avez le temps de réviser, de voir, enfin, pour ceux qui ne sont pas encore véritablement dans le move, hein, mais même les autres d'ailleurs, mais vous avez le temps de vous repositionner, dire est-ce que où j'en suis dans mon secteur, où est-ce que j'en suis dans la compréhension de l'habitat, de tout ça. Vous devez aller étape par étape. En fait, si c'est fait comme ça, c'est pour que toutes les étapes que l'on fait ensemble, vous les validiez. Et dans le détail. Comme ça, après, vous n'aurez plus d'excuses à la sortie d'Angers. Et à la fin de la semaine, de la première semaine de coaching, vous me direz, ben, j'ai rentré un mandat. Ou 2. Vous me direz pas, ouais, mais j'ai pas fini mon secteur. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. En tous les cas, on se retrouve vendredi à 9h15. Il fera meilleur. Et on sera avec Fanny, le bonbon. Et je pense que ça va être hyper dense, hein, par contre, avec Fanny. Parce que on a pas mal de sujets à aborder et notamment un que l'on va revoir aussi mardi prochain en matinale sur ce qui concerne Tracfin. Parce que je ne sais pas si vous êtes peut-être au courant ou pas, mais en tous les cas, il y a un autre réseau qui a été condamné par rapport à ça. Et nous, on fait en sorte de mettre en place toute une structure, une organisation pour que tout soit bien clair, mais on va la renforcer. Et ce que l'on souhaite, c'est vous accompagner dans les meilleures conditions, mais vous êtes responsable aussi de ce que vous faites. Donc, c'est hyper important. Et je vous conseille de participer aussi, donc non seulement vendredi, mais mardi aussi à la matinale, parce que vous verrez que ben y a des choses à faire. Ok? Et tant mieux. Et tant mieux, ça va nous différencier des autres. Je vous souhaite une bonne et agréable et chaude journée, comme d'habitude. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Journée. À vendredi. Merci. Vendredi. Vendredi.